Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétraud, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Comment tu vas, Christelle ? Ouais, écoute, hyper bien. Je suis honorée que tu m'accueilles. C'est un beau vendredi, je suis très en forme. Et c'est bientôt les vacances. Et c'est les vacances ce soir, je dois dire. Écoute, moi, je suis super contente que tu aies accepté l'invitation parce que j'ai vu ton profil, parce qu'on en a discuté, parce que tu m'as été recommandée par Florence. Coucou, Flo. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques ce que tu fais, d'où tu viens, pour qui tu travailles, parce que je pense qu'il y a énormément de complexité dans ce que tu vends, ce que tes équipes vendent au quotidien. Je pense que c'est pas forcément abordable et que tout le monde ne peut pas comprendre tout de suite. Donc, je te laisse nous raconter qui es-tu et d'où viens-tu. Écoute, je suis franco-italienne. J'ai cette particularité que je savais au collège que je voulais faire commercial. J'ai toujours su que je voulais faire ce métier-là. Ouais. Et c'est assez rare, je crois. Et j'avais cette idée préconçue que commercial, c'était jouer, que c'était pas vraiment du travail. On allait au resto, on voyageait, et puis c'était un peu un jeu de négo et que c'était super. D'où ça te venait, ça ? Ça me venait que mon père était patron d'une PME et que les gros deals, il y allait et que ce qu'il nous racontait, c'était surtout les grosses négos, les voyages et les déjeuners et non pas la vérité qui est aussi le quotidien. Et je me disais, c'est ça, voilà. Et puis il y a aussi que j'adore les gens et que je me disais, c'est un métier où on voit des gens. Donc en fait, tout de suite, je me suis dit, je vais faire ça. Pour faire ça, faut faire une prépa HEC et puis une école de commerce. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin, je suis rentrée à l'EM Lyon. Et mon premier job, j'ai tout de suite commencé sales. Et tout le monde me dit, mais t'es complètement dingue, va donc chez McKinsey, va faire du marketing chez L'Oréal, mais t'as des bonnes notes, pourquoi tu fais ça ? Et moi, je savais. Donc, j'avais fait la petite option tech de neg, comme on disait, qui était technique de négociation. C'est un pauvre module de 10 heures. Voilà, qui était la seule option. Et puis après, quand même, comme il fallait que je prenne des matières, j'avais fait beaucoup de finance de marché. Et donc, je me suis dit, tu sors, tu trouves un job qui allie la finance de marché et la vente. Et donc, j'ai hésité entre aller faire sales en salle des marchés, vraiment du trading sur les devises au Crédit Lyonnais, aller vendre des fonds près d'un asset manager qui était Crédit Agricole Asset Management à l'époque, Amundi aujourd'hui, ou rentrer à l'époque ce qui s'appelait l'agence Reuters, qui donc était très connue pour son fil de news, c'est une des plus grandes agences de presse du monde, mais dont la plus grosse partie du revenu vient du fait de vendre des informations et des données aux banques pour qu'elles puissent faire du trading. Et je me suis dit, ça c'est sympa parce que je vais être en salle des marchés, mais sans vraiment y être. Il y a de la techno, c'est du temps réel, c'est sexy. Donc je suis partie là-dedans. J'ai fait 13 ans chez eux, donc 99-2011, et j'ai commencé vraiment commercial dans le dur sur les produits que personne voulait, qui étaient les matières premières. Avant le boom des matières premières, aujourd'hui, c'est pas une évidence, mais à l'époque, le trading du blé, ça intéressait pas grand monde, le cacao, le pétrole, bon. Et donc, je vendais des tout petits contrats les uns derrière les autres, vraiment dans le dur, en téléphonant, en allant faire des démonstrations. Et puis, j'ai changé de job tous les 2 ans. Après, on m'a donné des clients bancaires plus gros et puis plus gros. Et puis après, on m'a mis sur le plus grand compte de la filiale qui était Crédit Agricole. Donc, je devais leur vendre des données et des infrastructures pour que leur salle des marchés puisse tourner, en gros. Donc, prendre des décisions d'investissement, passer des ordres sur le marché, calculer les risques quand on a pris une position sur le marché, calculer ses liquidités. Et après, je suis passée manager. Alors, un tout petit job de manager, j'avais 3 account managers à gérer. Ensuite, on m'a donné un job de manager sur l'Europe de l'Ouest. Et là, on est en 2011 et moi, j'ai 2 enfants en bas âge et je suis dans l'avion 3 jours par semaine et c'était pas le bon moment de ma vie pour voyager. Donc, j'avais beau adorer la boîte et le job, j'en pouvais plus. Et là, par un grand hasard, Microsoft m'appelle et il me propose un job France sans déplacement et je me dis, waouh, Microsoft, bon. Et je pars sur un coup de tête, je change totalement de marché. Et je fais 12 ans dans le cloud, c'est-à-dire vraiment toutes les nouvelles infrastructures en 2011, au moment où on sait même pas ce que c'est que le cloud. J'accepte le job, j'ai pas compris ce que je vais vendre.
Vraiment. Et je me dis, c'est pas grave, eux non plus, ils n'ont pas l'air de comprendre. Ils lançaient voilà. Et le hasard a fait que je me suis retrouvée à l'ère d'une révolution informatique gigantesque. Donc j'ai fait 8 ans chez Microsoft où j'ai managé des spécialistes qui vendaient les off-cloud, donc notamment Microsoft Azure, ou des spécialistes ou via des partenaires. Donc j'ai aussi fait de la vente via partenaires. Et puis ensuite j'ai fait un passage court dans une petite boîte qui m'a moins plu parce que c'était du hardware et qu'en fait j'ai pas aimé le hardware. Et j'ai rejoint Amazon Web Services pour continuer l'expérience cloud. J'adorais la boîte, j'adorais le concept. Enfin voilà, hein, vous aidez des clients à fermer leur data center, vous les passez dans le nuage, c'est une transformation incroyable. Mais c'est quand même très technique. C'est-à-dire qu'on parle quand même à des informaticiens que j'adore, mais c'est très technique. On parle de version de base de données, Et je me souvenais de mes années en salle des marchés où je parlais à des gens qui prenaient des positions sur le marché, qui lisaient la presse tous les jours, qui savaient me dire où allait être l'inflation dans un an aux États-Unis, leur vision sur le chômage dans tel autre pays, tous les indicateurs macro. Et je me disais, waouh, ça me manque. Et alors que j'étais très très bien chez Amazon Web Services, Reuters, qui était entre-temps avait été racheté par un fonds, était devenu London Stock Exchange, a été racheté par la Bourse de Londres, m'a rappelé. Et j'y suis depuis 1 an et j'ai la direction des grands comptes pour toute l'Europe et l'Afrique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait LSEG ? Alors, LSEG, donc c'est les initiales pour London Stock Exchange Group. Donc LSEG, c'est une vieille dame de la City, parce que c'est une entreprise qui a 300 ans. On est 24 ou 25 000 employés dans le monde, donc c'est quand même assez gros. On a des employés dans 75 pays, on est vraiment globaux. On a de mémoire à peu près 400 000 utilisateurs. Et en fait, alors on a des marques que vous pouvez connaître. Bon, la Bourse de Londres, c'est la plus grosse bourse européenne, donc peut-être que vous connaissez. Les indices FTSE Russell, ceux qui suivent un peu les indices anglais, ou quelques grosses marques comme ça. Et en fait, c'est une entreprise qui a 3 business, qui a vraiment la bourse elle-même, donc la mise sur le marché. Donc ça, c'est à peu près 13% de leurs revenus. Toute la partie vente de données, d'infrastructures pour aider les clients à accéder au marché, donc qui est un peu l'ancien business Reuters, c'est pour ça qu'ils les avaient rachetés. Et toute une partie qu'on appelle le clearing, qui est vraiment une fois que vous avez passé vos ordres pour limiter les risques, s'assurer des risques de contrepartie. Et donc la partie données, c'est à peu près 75% du revenu. C'est là où il y a le gros du business. Okay. Et que je comprenne bien, qui sont vos clients en fait exactement ? Qui sont les clients de ces 3 offres différentes ? C'est principalement des banques qui ont besoin de données, et qui ont besoin d'accéder au marché. Donc, en fait, on leur fournit des données pour réfléchir. Ils regardent les news, ils regardent les cotations. Ils se disent, tiens, je vais mettre ça en portefeuille, je vais vendre ça, je vais acheter ça. Ensuite, on les aide à passer les ordres. Donc, il y a les outils pour vraiment traiter. Et ensuite, on les aide à calculer leur liquidité, calculer leurs risques le soir, voir combien vaut leur portefeuille. Et derrière, à les aider à faire du reporting, à gérer les risques de contrepartie. Donc, on les accompagne sur tout le cycle. Et une autre typologie de clients, c'est les trésoreries des grandes entreprises. Des gens comme Engie, ils ont une trésorerie, ils ont beaucoup de devises différentes, ils doivent se couvrir en taux, ils ont de la trésorerie le soir à placer, donc ils ont une mini salle de marché. Donc, il y a aussi beaucoup de trésorerie des grandes entreprises. Ça me paraît super technique. Comment toi tu montes en compétence sur ces sujets-là ? Alors toi, c'est vrai que tu as déjà fait de la finance, mais comment tes commerciaux, par exemple, montent en compétence sur ces sujets-là ? Là, sur le job London Stock Exchange, on prend beaucoup de gens à Dauphine, par exemple. Donc, on prend plutôt des gens qui ont vraiment fait de la finance. Ouais. Et ensuite, on leur apprend à vendre. Alors que dans le cloud, j'avais plein de profils qui avaient à peine le bac, des self-made man, des gens qui avaient appris. D'accord. Oui. Même chez Amazon et Microsoft. Des gens qui étaient rentrés très très vite dans le digital avant que ça boom et qui avaient pris des risques ou qui arrivaient par des startups ou autres. Et après, on leur apprend le produit. Donc, tout est possible. Sur le marché bancaire, c'est quand même plus compliqué. Mais après, il y a aussi possibilité de se dire, je veux faire ça, je fais 3 mois de formation. C'est pas non plus. Tu penses que 3 mois, c'est suffisant pour monter en compétence ? Pour être account manager, oui. Parce que le rôle, c'est d'ouvrir des portes, de savoir faire le pitch les premières minutes. Et après, on fait venir des spécialistes. Les vendeurs spécialisés, eux, non. C'est des gens qui ont vraiment des certifications de marché reconnues, compliquées. Mais account manager, c'est possible, oui.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que vous avez des concurrents sur le marché et si oui, qui sont-ils? Notre gamme est gigantesque et sur chacun de nos produits, on a un concurrent. Donc personne n'a une gamme aussi large que nous, mais oui, on a un concurrent à peu près sur tout ce qu'on propose. Et c'est ça, on est souvent 2 ou 3 très bons acteurs qui sont à considérer lors d'un appel d'offres. Donc ça fait un marché dynamique qui se concurrence et c'est bien. Et des partenaires sur ces différents sujets, j'imagine que vous devez en avoir des centaines. Autant des gens dans le digital, des Microsoft, des Amazon, ils ont vraiment le partenariat. Microsoft, ils disent souvent, les partenaires, c'est notre ADN. Que ça soit pour revendre ou pour vendre avec, parce que les solutions se complètent, c'est un poil moins vrai chez nous et c'est un muscle qu'on développe. C'est-à-dire que là, on est en train de monter une énorme équipe de partenariats ou des éditeurs de logiciels avec qui on peut bosser. Donc là, on est en train de vraiment mettre des sales en charge de ces partenaires-là. Ou ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on commence, c'est à se rapprocher des acteurs du conseil. Par exemple, il y a des grandes boîtes qui conseillent les salles de marché quand elles se réorganisent, Donc voilà, on y va, on n'y est pas encore, mais on y va. Et quand on touche à ces sujets-là, j'imagine qu'on est particulièrement contraint ou soumis à la réglementation, à la législation. Alors, c'est fou. C'est-à-dire que je découvre vraiment le marché réglementé. Quand j'ai été chez Reuters, on était quelque part un éditeur de logiciels, un fournisseur de données. Là, on est une bourse. On est un acteur vital pour le marché européen. C'est fou. Moi, par exemple, sur mon téléphone, je peux pas faire une copie d'écran, je peux pas installer Hotmail, je peux pas ouvrir Doctolib, je peux rien faire. Tout. Je peux pas écrire à quelqu'un qui a une adresse non professionnelle, je peux pas. On est très, 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 très réglementé, très surveillé et pareil, c'est sain aussi parce qu'on a un poids, enfin, c'est très structurant sur le marché financier, une bourse. Hein. Oui, en plus, j'imagine qu'il doit y avoir des questions de même parfois délit d'initié ou d'avoir accès à des données. Alors, on fait des formations tous les mois sur tous ces sujets-là. Oui, extrêmement réglementés. Mais nos clients le sont aussi. Hein. Les banques en face ont à peu près les mêmes contraintes que nous. Hein. Alors du coup, c'est assez particulier parce que c'est la bourse de Londres. Toi, tu es basé en France. Vous avez des équipes réparties un petit peu partout dans le monde. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu sois ici en France et pas à Londres, par exemple? Au début, ils avaient fait une équipe complètement basée à Londres qui gérait les account managers un peu partout. Alors évidemment, il y en a beaucoup à Londres parce que le marché anglais financier, c'est un poids lourd en Europe. Et puis depuis Londres, ils géraient. Donc moi, j'ai 2 personnes en Espagne, j'en ai une en Italie, j'en ai une en Suisse, une en Allemagne, une à Dubaï, 4 en France. Et ils sont aperçus que ça marchait pas, en fait, la gestion à distance, sans parler les langues, Donc, ils ont décidé de mettre quelqu'un pour gérer ce qu'ils appellent Continental Europe et puis l'Afrique. Et je pense que c'est bien. Même pour aller voir des clients, sachant que de tous ces pays-là, l'Allemagne et la France sont les plus gros poids lourds financiers de la zone. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les défis d'un groupe comme LSEG? Ils ont fait beaucoup de rachats. Donc, un de nos défis internes, c'est d'apprendre à nos commerciaux qui viennent tous ou de la partie bourse, ou de la partie ex-Reuters, Refinitiv, ou Footy Russell, à avoir ce qu'on appelle le one pitch. Comme nos commerciaux sont smart, ils y vont, mais ça, c'est un défi, parce qu'on peut pas aller à 4 voir le même client, donc il faut que chacun sache, voilà. Après, les défis, c'est les défis du marché, enfin les grands courants du marché. Hein. Donc nous, les grands thèmes chez nous, c'est la finance verte. Ah oui. Ce qui est, voilà, nos clients, là, il y a une lame de fond, ils ont beaucoup de reporting à faire, de changements à faire, donc ils ont besoin de données, ils ont besoin de savoir. Tout ce qui est le risque, donc le risque de traiter avec une contrepartie qui est frauduleuse, qui n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment un des thèmes, la lutte contre la fraude et autres, qui occupe vraiment nos clients, donc qui nous occupe aussi beaucoup. La réglementation de manière générale. Le cloud, et c'est en ça que j'ai un parcours qui est intéressant, c'est qu'en fait, je reboucle, mais les clients sont dans cette transformation, donc ça les occupe. Et puis la data est reine. Globalement, voilà ce qui les tient réveillés, donc me tient réveillés. Tu pourrais nous parler un petit peu de la culture d'entreprise qu'il y a chez LSEG? Ça, c'est toujours une question intéressante. Je trouve que c'est une culture très peu hiérarchique et j'adore. Pourtant, je viens de groupe américain où on était peu hiérarchique, mais finalement avec un certain respect. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'échelons, mais quand même tout descendait d'en haut et cascadait.
particulièrement vrai chez Microsoft. Le siège à Seattle décide, les pays exécutent et c'est comme ça. Là, moi, j'ai très très vite accès au directeur mondial des ventes. Si je veux faire des changements, j'ai vite accès. Si j'explique, on est agile et on accède vite aux décideurs. Je trouve ça assez extraordinaire. Et c'est une boîte vraiment internationale. Alors pareil, on va se dire, Microsoft, Amazon, oui, c'est sûr. Mais en fait, les filiales sont beaucoup en compétition les unes contre les autres et c'est comme ça qu'on tire le meilleur. C'est-à-dire qu'on veut battre le voisin. Alors que là, moi, par structure, j'ai une équipe internationale et donc du coup, il y a plus cette notion de compétition. Si on doit signer un contrat en France, mais booker le revenu en Inde, on le fait et c'est pas grave et on s'arrange. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et toute la journée, moi, je suis en conversation avec des gens aux quatre coins du monde qui m'apportent beaucoup, qui m'apprennent. Et par nature, le marché financier étant complètement international, on peut pas rester sur un périmètre franco-français. Et je trouve ça génial. Ouais, alors du coup, comment tu fais toi au quotidien pour gérer tes équipes, la relation avec elles, en sachant qu'elles sont un peu réparties partout en Europe et en Afrique, du coup? Ça, c'est un gros challenge parce qu'on a une enquête interne. Et quand je suis arrivée un mois après mon arrivée, donc il y avait l'enquête pour faire le bilan sur l'année d'avant. Et l'équipe a dit haut et fort, on se sent seul dans nos pays. Ils sont dans des bureaux qui sont grands, mais chacun reporte à droite à gauche. On se sent seul. Je sentais une certaine souffrance de l'équipe. Donc ça a été mon problème numéro 1 en arrivant. Donc j'essaie de les réunir 2 fois par an à Paris, déjà qu'ils se voient en physique. Et je mets un point d'honneur à les avoir tous les jours en ligne. Tous les jours en ligne au moins une fois. Ça paraît évident, mais en fait, on a aussi des clients, mais pas seulement un message sur Teams. Je les appelle et je demande toujours ça va. Et je commence toujours en leur disant, tu sais, t'es loin. Si tu vas mal et que tu me le dis pas franchement, je vais pas le voir. Donc je te demande de me dire, est-ce que tu vas bien, pas bien, parce que c'est très dur. On voit pas la petite baisse de morale. On voit pas la personne qui traîne, qui arrive tard le matin, qui a pas envie d'être là, tu le vois quand c'est trop tard. On le voit beaucoup trop tard. Ouais, quand les chiffres vont plus. Et au moment de se mettre sur toutes les semaines, on a 1 heure de revue du pipeline. On voit pas. Alors que si on appelle un peu tous les jours on demande, on voit. Donc c'est pas facile, mais par contre c'est hyper enrichissant. Enfin, moi quand je parle à la fille qui est à Dubaï, elle me dit oui, mais alors nous, un de mes problèmes, c'est la finance qui soit compliant charia. Donc ça veut dire... oui, parce que forcément, il y a des enjeux il y a des enjeux locaux. Oui, locaux. Donc dans ces pays-là, on peut pas mettre dans un portefeuille l'action d'une entreprise qui, par exemple, pourrait fabriquer du porc. Enfin, donc il y a des, c'est super intéressant, voilà. On était bien sûr très présent en Ukraine et en Russie. Enfin, la Suisse, le marché bancaire suisse est aussi c'est le haut lieu de la banque privée. C'est hyper enrichissant. Mais alors, du coup, la stratégie de recrutement, elle est de prendre des personnes qui sont locales ou vous prenez des expats et vous les envoyez dans certains pays? Si on prend un étranger, on prend en contrat local. D'accord. Par exemple, cette fille à Dubaï, elle est américaine, mais elle est en contrat de Dubaï. Et les autres sont tous des locaux dans mon équipe. Pour qu'ils parlent la langue du pays, c'est clé. Ça, c'est une erreur qu'on a faite. Quand on couvrait de Londres, on parlait à nos clients en anglais. Il y a des pays, ça marche. L'Allemagne, les pays du Nord. Il y a un pays où ça ne marche pas, c'est l'Italie. Donc, on a dû réemployer quelqu'un, là, récemment, parce que moi, je suis franco-italienne, je m'en sortais. Le reste de l'équipe, s'ils écrivaient en anglais, le client répondait en italien exprès pour montrer que idem en ligne. L'un parlait anglais, l'autre parlait italien. Donc, avec quelqu'un qui comprend pas un mot d'italien. Vraiment, ça nous a beaucoup surpris. Donc, là, on a fait quelque chose. Voilà, on apprend, on teste, on apprend. Pour le coup, c'est une boîte super agile. Donc, si on remonte un problème et qu'on a une justification business, on règle le problème. Alors, du coup, comment tu gères, je sais pas, t'as recruté une personne qui parlait uniquement anglais, tu lui proposes autre chose sur un autre marché, ça se passe comment, tu vois? Pour les faire évoluer? Ouais. D'abord, ils parlent tous parfaitement anglais parce qu'on teste l'anglais. Donc, on peut toujours proposer d'aller bosser à Londres, qui est quand même le siège, donc où il y a pas mal de jobs. Et nos filiales, elles sont grosses. On a une centaine de personnes. Enfin, c'est souvent des grosses filiales. Donc, il y a moyen de changer de job et de faire autre chose dans le pays. J'ai jamais vu ça ailleurs. On est une boîte tellement attachante que les gens reviennent. Donc, moi, je suis revenue. Il y a des gens au bureau de Paris, c'est la 4e fois qu'ils reviennent. Mais c'est drôle parce qu'en fait, tu sais que ça, c'est un phénomène, on appelle ça les employés boomerang. Nous, on en a.
Et comme, bien sûr, on reprend que les bons, hein, mais tous les bons, s'ils veulent revenir, qui sont partis en bons termes, qui n'ont pas fait d'histoire, ils ont démissionné dans de bonnes conditions, on considère qu'ils reviennent avec du savoir en plus. Et on adore ça, non, mais ça devient de plus en plus commun alors que, étonnamment, un de nos concurrents, qui s'appelle Bloomberg, Bloomberg, ils ont une politique de pas reprendre d'employés. Même si l'employé était une star, parce que c'est vécu comme avoir trahi la famille. Oui. Alors que nous, on se dit, la fille ou le gars, il est bon, on le connaît, il y a pas de risque, il est formé, on sait qu'il est bon esprit. Évidemment, on reprend que ces gens-là. Il revient en étant plus sachant, on le reprend. Ouais. C'est drôle parce que tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que, bien évidemment, j'ai des a priori et je me dis, on parle de bourse, tu vois, de tech. Et là, je me dis, on est une boîte, alors très agile, j'imagine, mais très attachante. Le mot que tu as utilisé, c'est très attachante. Très attachante. C'est une famille. Moi, je suis revenue, j'ai dit à ma boss, c'est marrant, je suis partie 12 ans, voire peut-être 13, et j'ai l'impression de revenir dans la famille. Alors qu'il reste peut-être 5 ou 10% des gens que je connais de l'époque. Ouais, très bien. Alors, raconte-moi un petit peu comment tu les recrutes, tes commerciaux, aujourd'hui. Dans ce job-là, je fais déjà un tri sur leur reconnaissance des marchés financiers. Ça trie beaucoup. Moi, je gère les très grands comptes, donc les très très gros deals. Donc, il y a une équipe qui gère les comptes nationaux, une équipe qui gère les tout petits deals, les tout petits clients. Donc, moi, les gens que je prends, ils ont besoin d'être très seniors. Parce qu'ils auront des deals à plusieurs millions à négocier, il faut avoir quand même. Donc, quand je prends à l'extérieur, parce qu'idéalement, on se dit, on fait évoluer les gens qui ont géré des comptes plus petits, qu'on connaît. Ça marche pas forcément comme ça, si. Je dirais un recrutement sur 2, on le fait en interne. Un recrutement sur 2, on le fait en externe. Dans mon équipe à moi, parce que. Et quand je vais en externe, alors je vais ou chercher chez un concurrent ou chez un client. Ouais. Vous avez entendu. Voilà. Donc voilà, on a nos grandes institutions bancaires forment très bien les gens. Merci à eux. Voilà, et du coup on a des gens qui comprennent le quotidien du client, ses problèmes, qui comprennent la finance. Et dans les banques, il y a des jobs de sales. Donc, on arrive à trouver des gens qui ont tout, qui ont que nos produits à apprendre, mais ils s'en sont souvent déjà servis, en fait. Ils ont déjà eux-mêmes souvent utilisé. Et après, quand on les fait venir, on a un onboarding programme qui dure 2 mois. Et donc, c'est génial pour le manager parce qu'on les met dans cette formation-là, qui prend tous les gens dans le monde qui sont arrivés ce mois-ci. D'accord. Et c'est géré. Donc, on n'a que quelques rendez-vous téléphoniques où on doit venir parce que la personne nous fait une présentation, nous fait son pitch. Nous, on assiste en jury, mais on est déchargé de ça. Ah oui, donc en fait, la personne arrive officiellement chez vous, tu ne la vois... Enfin, elle n'est pas dans l'opérationnel pendant 2 mois. Alors, elle n'est pas complètement... ça, c'est la méthode Amazon. Amazon, tu rentres, tu as 2 ou 3 mois où tu n'as pas le droit de voir un client. Et c'est extraordinaire l'onboarding chez Amazon, avec des formations, des tests, des choses à valider. Et au fur et à mesure qu'on valide, on dit ça y est, il est prêt, il peut parler à un client. Là, on est un peu dans le mix, c'est-à-dire qu'on a souvent quand même des besoins. Donc, on leur demande de quand même se mettre les mains dans le cambouis assez vite, mais on leur libère au moins 40% de leur temps pour faire 3-4 matinées par semaine de formation. Et puis après, ils ont un peu de boulot à faire. Mais en parallèle, quand même, on les emmène au rendez-vous. Et comment tu les évalues pendant cette période-là ? Parce que j'imagine qu'il y a une période d'essai qui doit durer 4 à 8 mois, quelque chose comme ça. Sur quoi tu les évalues et comment tu les évalues ? Comment tu dis, cette personne-là, elle fait peut-être pas le chiffre que je lui demande de faire au bout de 2-3 mois, mais je vois que ça et ça, c'est ouvert. Je vais aller en rendez-vous principalement et je vais faire attention parce qu'au début la tentation c'est comme c'est moi le senior de prendre la parole, de vraiment dire au client. Je dis franchement, je suis en accompagnement et je vais pas leader ce meeting parce que le client sinon se met à me parler à moi tout de suite et je les écoute en clientèle et je suis manager depuis 15 ans donc je commence à me faire un bon avis. Après très vite les clients appellent quand ils sont pas contents. Et comme on a un job qui est vraiment... ils ont un job de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'ils ont des équipes étendues de 10-12 personnes qui ne leur reportent pas, mais qui doivent faire travailler. Quand ça va pas très vite, des plaintes internes, des gens qui viennent se plaindre. Donc je vois vite si ça va pas. Et en général, quand ces équipes-là se plaignent, c'est après le sujet. La personne qui répond à côté au client, se trompe, est pas réactive, traite pas ou ne communique pas. Parce que c'est un rôle
archi seniors de leaders vraiment, de leaders. Et moi, je cherche les moutons à 5 pattes parce que ils ont des portefeuilles gigantesques à gérer. Ils ont des gens dans pas mal de pays parce que la personne qui gère Crédit Agricole chez moi, par exemple, elle gère Crédit Agricole sur toute l'Europe. Donc, elle a des spécialistes et des formateurs et autres dans tous les gros pays où le client est présent, qui lui reportent pas. Pour autant, faut se positionner en chef. Donc, je cherche vraiment des gens qui ont une compétence de leader vraiment, c'est-à-dire qui communiquent, qui donnent des directions, qui savent dire quand ça va pas. Et donc c'est difficile de faire un feedback ou dire à quelqu'un ça va pas, à quelqu'un qui vous reporte pas. Je passe mon temps à leur dire feedback is a gift, feedback is a gift. Fais le retour, dis-leur. Et de l'autre côté, ils ont besoin de l'idée par influence et que les gens aient envie de bosser pour eux. Et ça c'est compliqué. On n'arrive pas à ce job-là en sortant d'école. Ouais, en sachant qu'ils sont pas forcément dans le même pays. Et qu'on fait beaucoup de virtuel parce que on se dépasse pas tant que ça. Et moi, je trouve que le job est passionnant. À l'international, avec des équipes énormes à gérer, des gros enjeux chez clients. Voilà. Et tu as mentionné qu'il gérait un portefeuille client très important. On parle de combien de clients en moyenne? Il gère un client chacun, maxi 2, parce que c'est des très grands clients. Et on parle de plusieurs dizaines de millions par an de revenus. Donc, c'est des très, très grosses renégociations. Il y a parfois des enjeux énorme quand on renégocie un deal. Ce qui veut dire qu'en termes de compétences, il y a la compétence technique qui est la compétence de base, bien connaître le monde de la finance, il y a la seniorité, il y a la capacité à être un bon leader et à gérer cet aspect aussi international, enfin si je comprends bien, et il y a de la négociation aussi très haut niveau. Est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce que tu les évalues sur d'autres choses? Sur leurs chiffres, évidemment, avant tout. Ah oui, on avait oublié. Est-ce qu'il faut leurs chiffres ou pas? Ouais. Non, t'as à peu près fait le tour. Après, les plus seniors, je vais les attendre un peu sur ce que j'appelle l'extra mile, c'est-à-dire m'aider lors d'un recrutement, m'aider à former un jeune qui arrive, prendre un projet. Il y a des choses qui dysfonctionnent chez nous, se porter volontaire pour aller régler un problème, monter une équipe. Mais ça, faut déjà qu'ils soient bien dans leur rôle pour aller prendre des projets en plus. Mais effectivement, ça, je trouve ça extraordinaire s'ils peuvent en plus. Et combien de temps ils mettent à monter en compétences? En tout cas, à monter en compétences, en tout cas, à s'intégrer, parce que ce sont en général des profils seniors. Ils s'intègrent tout de suite parce qu'on a vraiment une culture de famille. Donc, on absorbe très vite les gens. À être complètement up and running, comme on dit chez nous, je dirais un an. Ah ouais, mais forcément. C'est des gros deals, il y a de la complexité. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment se passe le job pour eux, en fait? J'arrive, j'ai 15 ans d'expérience, tu me donnes mon client et ça se passe comment? Alors déjà, en début d'année, on a des contrats de 3 ans qui se renouvellent. Donc en début d'année, ils listent tous les gros renouvellements. Et ça met des cailloux dans l'agenda. C'est les JO. Et ça va être la très très grosse partie de leur chiffre d'affaires, c'est pas rater ça. Donc ça, c'est déjà très structurant. Et après, donc là, ils mettent en place un plan pour chacun des renouvellements par produit, par pays, voilà. Donc ils ont leur plan, qui les aide, comment on fait, et ça c'est des projets où évidemment va falloir commencer les discussions avec le client, il va falloir aller négocier avec nos juristes, avec ce qu'on appelle commercial policy, parce que évidemment ça va pas être un prix catalogue, et puis ça boucle, et on voit le client et on retourne. Donc ça c'est très long. Et il faut penser à pas mal de scénarios différents. Bon, et puis après on leur dit ça c'est bien, mais il faut aller chercher du nouveau business. Donc là ils ont des spécialistes produits. Donc leur boulot à eux c'est d'arriver à rentrer en contact avec par exemple la finance verte. Il y a 5 ans ça existait, mais c'était pas un tel enjeu. Les risques de contrepartie, les risques. Il y a 10 ans, pareil, ça existait, mais maintenant c'est le quotidien. Donc c'est des nouvelles personnes, des nouvelles équipes qui se montent, donc ils doivent arriver à attraper un rendez-vous, faire le premier rendez-vous, ouvrir les portes, faire rentrer les équipes sur les appels d'offres et autres, et après coordonner que ça se passe bien dans tous les pays. Donc ils suivent tous ces nouveaux business pays par pays, et ils ont beaucoup de calls de coordination en interne.
Et avec le client, il s'assure que tout va bien. Et puis après, il y a toute la partie rétention. C'est-à-dire qu'un client, il peut résilier quand il veut. Donc, ça sert à rien de vendre si derrière, on a autant de résiliation, on est à zéro. Donc, ils ont ce qu'on appelle des Customer Success Managers qui sont là pour s'assurer que les clients sont contents. Ils vont les former, ils leur montrent les nouvelles fonctionnalités, ils les écoutent. Donc, ils ont toute cette population-là, pays par pays aussi à gérer. Et ça leur fait, du coup, un quotidien bien... Ah oui, bien rempli. Mais du coup, en pourcentage entre la rétention à faire sur les clients existants et le nouveau business à aller chercher, on est sur à peu près combien? On est sur du moitié-moitié, peut-être un peu plus. Enfin, faut déjà assurer de rien perdre. Ouais. Mais allez, 60-40, 60 rétention, 40 nouveaux business. Ouais. Et on est sur des cycles de vente. Alors sur le premier, c'est 3 ans, du coup, exact. J'imagine. Sur le premier, c'est 1 an avant le renouvellement. On commence vraiment à bosser avec le client. Bon, avant, pendant les autres années, on s'est assuré qu'il consommait les données, qu'il est content, qu'il est formé. Donc en fait, ça nous occupe tout le temps. Mais et sur du new business, c'est 3 mois en gros, un cycle moyen sur de petite taille. Ah oui, c'est pas. Et dit de petite taille, c'est une enveloppe de combien à peu près? Ouais, ça va être 5 000 par mois, par exemple, 5 000 € par mois. Ouais, d'accord. En récurrent. Ok, très bien. Et la fonction des gens à qui vous vendez, en général, c'est quoi? Il y a un rôle spécial qui existe dans les banques qu'on appelle le market data, c'est-à-dire ces équipes qui sont responsables de faire les achats de tout ce qu'il faut pour la salle. Donc c'est entre les achats et la salle des marchés, parce que ça peut pas être juste des acheteurs, parce qu'ils ont besoin de comprendre ce dont a besoin le marché. Donc il faut des connaissances de finance, et ils sont pas non plus en salle. C'est voilà. Donc eux, c'est notre quotidien. Mais on va parler à tout le monde. On va parler tout ce qui est les patrons du trading, du fixed income, des actions, la salle. Tout ce qui est asset management, gestion privée, les économistes, ils ont besoin de données pour faire leur report, la gestion privée, les gens qui reçoivent les millionnaires, ils même placer leur argent, ils ont besoin d'informations pour leur parler. Et puis après, tous les gens qui sont hors des salles, qui le soir valorisent les portefeuilles, donc ont besoin de ramener des fichiers avec tous les prix de clôture du soir pour savoir combien, où on en est le soir, quoi. Calculer le risque, calculer l'exposition. Par exemple, la guerre se déclenche en Ukraine, il faut faire des rapports pour savoir on est exposé sur ce pays, on a combien, quelles sont nos positions ouvertes, quel est le risque. Faire tous les reportings de finances vertes par exemple, et les calculs de risque, s'assurer à chaque fois qu'on a un nouveau client que c'est pas un mafieux, que c'est pas quelqu'un qui blanchit de l'argent. Et tout ça, c'est des gens différents dans la banque. Donc c'est en ça que le job est archi intéressant intellectuellement, et que peut-être que quand j'étais dans le cloud, j'adorais, mais je parlais à typologie de clients un petit peu moins variée en fait. Est-ce que tu peux me donner un des derniers événements qui a un peu bouleversé le groupe, l'entreprise? Le tout dernier, c'est Crédit Suisse il y a 1 mois. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, en Suisse, c'est une tempête. Ils annoncent qu'ils vont licencier vraisemblablement 1/3 du personnel de l'ensemble des 2 banques, la somme des 2 banques moins 1/3. Pour un marché comme la Suisse, ça, c'est un tsunami. C'est 2 énormes leaders de la banque privée. Donc ça, on n'a pas encore mesuré tous les impacts, mais ça, c'est un tsunami pour nous. Ouais. Et il y en a régulièrement, j'imagine, aux États-Unis. Exactement. La banque des startups californiennes, là, dont le nom m'échappe. Moi, c'est loin, c'est pas mon marché. C'est un défaut comme ça, ça secoue le marché énormément. Comment vous voyez le sujet des cryptos, vous Alors là, j'avoue que je suis nulle sur ce sujet-là. Je sais pas. C'est pas des choses que vous demandent même vos clients Finalement, je trouve assez peu en vérité. Ouais. Quand je suis revenue sur le marché, je pensais que c'était... Mais bien sûr, il y a un marché, mais en fait, c'est rare que lors d'un déjeuner, finalement, on aborde ces sujets-là. Alors, toi, ton quotidien, il ressemble à quoi? Un mix tourné vers le client et un mix vraiment people management. La première année, j'ai échangé des gens. Je me suis fait un avis sur les gens. J'ai bougé des gens. J'ai ouvert des positions. J'ai recruté. Par exemple, l'Italie, j'avais un problème. J'ai transformé des rôles. J'avais des rôles juniors. Je suis allée chercher du budget pour les rendre plus seniors. Après, des
plan de formation. J'ai quelques talents que j'ai mis dans des programmes de développement. Ça m'occupe Et après, j'ai toute une partie de chantier transverse parce que en ayant une vue Europe, je vois des choses qui marchent pas. Et donc, ou qui devraient marcher mieux en interne, beaucoup de process internes. Et ça, j'aime bien faire la transformation. Donc, c'est 20% de mon temps sont sur des chantiers de transformation interne pour que ça marche mieux. Voilà. Et le reste du temps, c'est des escalades clients, des rendez-vous clients, des négociations. Ah oui, donc t'es aussi encore dans l'opérationnel. Tu les vois encore, les clients? Je les vois encore, mais finalement, j'ai des sales tellement seniors. Voilà, ils escaladent quand il faut vraiment, parce que plus on a des sales seniors, plus ils se débrouillent. Tu gères, toi, les équipes sur les très gros deals. Tu as des équipes qui se chargent des deals moyens et des équipes qui se chargent des deals petits. Tu parles avec tes homologues, du coup, qui gèrent ces équipes-là? Alors, c'est pas par deal, c'est par taille de client. C'est des clients moyens ou des clients petits. Oui, puisque notamment dans le bureau de Paris, j'ai les managers à côté de moi. Parce que quand t'es dans un rôle comme moi, t'as quand même une problématique qui est, oui, ton équipe elle est aux quatre coins de l'Europe, mais t'es assis en France et tu représentes le management en France. Donc on a une équipe de management français pour faire tourner le bureau de Paris parce que il faut qu'on soit aligné. On est une boîte tellement internationale, je crois que le chiffre, sans me tromper, on doit être à peu près 120 à Paris et les 120 personnes reportent à 53 managers. Et il y en a 5 à Paris. Donc, ça veut dire que tous les autres, en fait, comme moi, je sais pas, les 2 qui sont en Espagne, il y en a, ces 2-là, ils ont moins en manager, mais les dizaines d'autres personnes qui sont là reportent, ce qui veut dire qu'il faut quand même jouer le rôle de manager local, même si les gens ne nous reportent pas, il y a des problèmes, il y a un bureau à gérer, donc oui, on se parle de problèmes business, des choses qui se répètent, pour avoir une vue locale, Comment tu fixes les objectifs de tes commerciaux? Alors, j'ai assez peu de latitude sur le quota qui m'est descendu. On donne, avant que le quota soit décidé, à la finance attention, là, t'as bien compris qu'il va y avoir telle grosse résiliation inévitable, ne cherche pas trop ce compte, attention, on peut essayer d'influencer, mais à la fin, le quota nous tombe dessus. D'accord. Voilà. Par contre, donc... Tu ventiles comme tu veux, j'imagine. Non, je le ventile même pas, on me le donne ouais. par contre et je récupère mon quota. Par contre, ce que je leur fixe, c'est les objectifs, les soft objectifs, le qualitatif. Okay. Et ça, j'ai 2 homologues à Londres, 2 en Asie et 2 aux États-Unis. On essaie de mettre pour le même rôle les mêmes objectifs, plus ou moins. Donc on se coordonne. Moi, j'ai souvent une idée assez claire de ce que je veux faire. Chacun arrive. On arrive à faire à peu près 80% en commun, qui sont les grands objectifs clés de l'année, qui soient pas que du revenu. Ça peut être des upgrades de version. Il y a des choses à faire qui sont clés, qui rapportent pas tout de suite, dont on voit pas tout de suite l'impact. Et ça, moi, chez Microsoft, on me disait toujours, tu sais, comme on dit chez General Electric, people do what you inspect, they don't do what you expect. Et donc, je suis dans ma tête, c'est clair, il faut écrire les choses très, très, très clairement. Ouais. Et après, tous les trimestres, on a un entretien d'1 heure où on regarde comment on avance. Okay. Si on est content, si l'année s'annonce bien, et s'il faut changer certains de ces objectifs, donc on les réévalue. Ce qui fait qu'on colle un peu à l'air du temps, parce que tous les trimestres, on a le temps de voir s'il se passe quelque chose sur le marché qui nécessite. Mais voilà, j'essaie de localiser tout en m'assurant que à même rôle, mêmes attentes à peu près partout dans le monde. Qui dit objectif dit également rémunération. Aujourd'hui, c'est quoi le système de rémunération pour un commercial chez LSEG qui va traiter des grands comptes? Alors, ils sont 60% en fixe, 40% en variable. D'accord. Et dans les 40% de variables, ils sont, si je dis pas de bêtises, 70% sur leur chiffre d'affaires et 30% sur les objectifs qualitatifs. Et c'est de l'annuel ou c'est du trimestriel? C'est de l'annuel avec des avances tous les trimestres. Alors ça, c'est mon équipe parce qu'on est sur des très grosses renégos. Okay. Les comptes plus petits, ils sont au trimestre, je crois. Tu as mentionné que tu recrutais beaucoup de profils seniors. Un profil senior qui arrive, forcément, son pipe, il l'a pas encore construit, même si tu lui donnes un compte, mais il n'a pas effectivement travaillé pour ce compte-là. Est-ce que vous avez mis en place un système qui garantit un certain niveau de variable pour les premiers mois ou... Comme tu es à l'année, tu te dis qu'ils ont le temps, et comme tu as une énorme partie, c'est du renouvellement, des gros cailloux qui sont déjà annoncés, en fait...
il leur reste que la partie nouveau business à aller chercher. En général, le compte, il a été travaillé. Et même si on n'a pas eu d'account manager pendant un grand moment, parce que je trouvais pas la perle rare, il y a tous les spécialistes produits qui ont travaillé. Donc, ils arrivent jamais avec un portefeuille vide. Complètement vide. Ok, très bien, très clair. C'est déplafonné? Ça n'arrive jamais. Enfin, je pense qu'on est plafonné à 200%, mais vu que leur quota, c'est des dizaines et des dizaines de millions, tu fais jamais 200% en fait. C'est pas si risqué que ça vers le bas et c'est pas non plus. Mais ça, c'est ma typologie client. L'équipe qui a les petits comptes, parfois ils font 200, 250, mais parce qu'ils ont des quotas. Voilà, quand on a un petit quota, on peut le multiplier par 4, mais. Oui, c'est pas quand on a des 60, 80 millions, on fait jamais le double, ça n'arrive pas. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment moins? Pareil, sur la team petit compte, ceux qui peuvent faire 300%, ils peuvent à mon avis aussi faire 20%. Ils ont quelque chose de plus risqué dans les deux sens. Nous, comme il y a une grosse partie de renouvellement, alors oui, on peut rater son renouvellement, enfin foirer tous ces renouvellements de l'année, c'est quand même... donc c'est jamais une catastrophe internationale non plus. Il y a des possibilités d'évolution? Typiquement, les gens chez moi, ils sont prêts pour être managers derrière. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un boulot de manager. Et manager par influence, c'est plus difficile que manager hiérarchiquement. Donc, ils sont prêts. C'est-à-dire qu'ils ont appris à donner envie de bosser pour eux. Ils ont appris à donner du feedback, à taper du poing sur la table quand ça va pas. Ils ont appris à donner une direction, à vérifier que ça avance. Enfin, ils ont fait le job. Donc, le mouvement évident est de passer manager. Et après, comme souvent chez les commerciaux, il y en a une bonne moitié qui n'a pas envie d'être manager. Ouais. Qui veut rester 100% client, et s'aperçoit que manager, il y a 60%, c'est de l'interne, c'est du process, c'est du people, et ils ont pas envie de lâcher. Donc moi, ils sont déjà sur les très 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 grands comptes, donc on va les bouger sur un autre grand compte en fait. Voilà, indéfini. Enfin, et après, on va quand même leur dire, essayer de regarder un rôle où on va leur proposer d'aller à l'étranger. Mais c'est sûr que quand on est arrivé sur des jobs aussi complexes, on a moins de possibilités que quand on est sales petit compte où là, on peut aller sur du moyen compte, enfin. Et toi, parfois, ça te manque pas d'être 100% client? Non, moi, je trouve que j'ai le bon mix. Ouais. Et puis, qui dit 100% client, dit aussi, je me remets les mains dans Salesforce, je me mets les mains, je refais mes codes dans le système, je fais mes approvals, je fais pas. Non, parce qu'en plus, quand on est manager, on papillonne d'un compte à l'autre, donc et les deals qui arrivent chez moi, c'est que les deals les plus sexy, parce que le flow, là, les petits deals, je les vois même pas passer. Donc intellectuellement, puis à moi de choisir si j'ai quelques deals là en ce moment hyper sexy, mais je choisis un peu, je me dis mais ces affaires-là, elles sont tellement fun, je vais bosser là-dessus. Donc c'est un luxe que j'aurais du mal à lâcher. Si je comprends bien, ce que t'aimes dans ce métier-là, c'est le sujet, la partie technique, la partie financière, comment ça te nourrit intellectuellement, la gestion d'équipe, le management et l'humain, l'international. Et d'être aussi sur la partie strat. C'est ça. En fait, ce que j'adore dans mon job actuel, j'ai moins eu dans des boîtes plus top-down, c'est si on veut changer quelque chose et que il y a une bonne raison business, on peut le faire. Et ça, c'est un champ sans fin parce que des choses à améliorer, il y en a toujours. Et donc, voilà, ça rajoute une partie où on sent son impact vraiment très fort. Moi, j'adore. Il y a beaucoup de femmes dans ta position, dans ce genre d'entreprise? J'ai été sidérée. Le bureau de Paris, sur les 4-5 managers présents, c'est toutes des femmes. Ah bon? C'est un bureau très spécial parce que, pour le coup, le marché bancaire chez nos clients, moi, je suis souvent surprise du voir le nombre d'hommes qu'on a. Ma manager est une femme. Ses reports sont quasiment à moitié des femmes. Étonnamment, je suis dans un groupe très féminin. Je suis pas sûre que c'est pas du tout vrai en Asie. En Asie, la diversité et aux États-Unis, je connais moins bien l'équipe. Donc, je suis un peu par hasard dans une équipe très féminisée. Mais ils font aussi des efforts. C'est un des soft KPI que j'ai. On me demande d'être au moins à 30% de diversité. Alors après, je le fais pas, mais si j'y arrive, c'est mieux. Et là, moi, une de mes fiertés, c'est que je viens de passer l'équipe à 40% de femmes et ça me fait vraiment plaisir.
En dehors des équipes, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui ont été mises en place concernant la diversité? On a eu quelques formations sur l'handicap, notamment 1 ou 2 interventions qui nous ont beaucoup émus, avec des personnes handicapées qui sont venues nous parler, ça a beaucoup remué les gens qui nous racontaient leur quotidien, ce que c'est que de se promener à Paris en chaise roulante, ce que c'est et comment de valides, elles ont eu un accident. Ça, je pense que tous on voit le handicap vraiment différemment. Il y a eu des sessions très fortes. L'âge chez nous est pas un problème parce que les gens restent ou reviennent. Et donc finalement, on souffre un peu moins du jeunisme que je pouvais voir dans le digital. Où là, vieillir c'est difficile, je trouve. On a aussi quelques groupes LGBT très vocaux qu'on sponsorise. Ils ont fait des événements très fun, alors plutôt à Londres, mais ils ont participé à une course. Ça, c'est très sympa. Donc, je nous trouve assez inclusifs, pour être honnête. Alors, quand on parle aussi d'inclusivité, je pense aussi au sujet des femmes. En termes d'équilibre vie perso, vie pro, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Comment ça se passe? Tout à l'heure, tu as mentionné que tu avais accepté à l'époque le poste chez Microsoft parce que, ok, c'est cool, tu allais être en France. Comment tu gères au quotidien Chez Microsoft, il y a des règles extraordinaires là-dessus que j'ai intériorisées, qui sont parties avec moi. La première est ne jamais faire commencer une réunion avant 9h30 et ne jamais planifier une réunion après 18h. Et point, jamais. D'utiliser les fonctionnalités d'Outlook pour bloquer tous les envois d'emails après 18h30, ils sont bloqués jusqu'au lendemain. Ah oui, donc pour toutes les équipes, en fait. Parce que moi, je travaille à des heures débiles et que ça doit pas... Et dans ma signature, j'ai ajouté I'm working on flexible hours. This email does not... Enfin, j'attends pas une réponse dans la minute, donc c'est écrit. D'accord. Ce qui donne le droit aux gens de pas... Enfin, les gens comprennent que j'attends pas obligatoirement. Idem le week-end, si moi je me reconnecte, tout par le lundi. Alors par contre, les faits lundi matin, 8h. Mais ils savent. Au début, ils se sont dit, tu nous harcèles? Non, tout est parti d'un coup. Et alors maintenant, nous, on a mis des règles parce qu'on a eu du mal à faire revenir les gens au bureau après le Covid. Donc, on a 3 jours en présentiel obligatoire. On a fixé les jours. Mais avant, quand on était dans un hybride plus flou, une des règles Microsoft, je continue à appliquer, c'est je réserve une salle si je fais une réunion et je mets un lien Teams et je demande pas aux gens où ils seront. On ne pose pas la question. Et moi, je trouvais ça extraordinaire chez Microsoft, vraiment extraordinaire. Donc, les gens n'ont pas à dire parce que une maman, il y a une sortie, il y a un médecin, et ce jour-là, faut être parti à 16h30 et j'ose pas le dire. Si on vous demande pas, voilà, vous êtes connecté à la réunion à 18h, vous n'êtes pas en présence. Bon, et comme de toute façon, c'est des équipes, on mesure à la semaine leurs résultats. Quelqu'un qui est à la piscine, on le voit en fait. Donc c'est pas une fois qu'on mesure vraiment très bien l'avancée du chiffre, création du pipeline toutes les semaines, chiffre booké, création du pipeline, nombre de rendez-vous faits, c'est pas la peine de harceler les gens en fait. Ouais. Donc voilà, et moi toutes ces mesures-là, c'est bien pour tout le monde, ça évite les burn-out, mais c'est aussi bien pour surtout se protéger, vie privée, vie pro. Je trouve que c'est des règles extraordinaires. C'est toujours un sujet, je me dis. Plus t'avances dans ta carrière, plus t'avances en âge et potentiellement t'as certaines ambitions et j'ai l'impression que c'est toujours plus difficile d'en avoir quand t'as des plans, t'as une famille ou t'as des plans d'en avoir. Mais il y a des boîtes quand même qui existent, qui ont mis des choses en place pour permettre aux personnes de pouvoir faire ça. Après, moi, j'ai quand même vu quelques très grosses et belles boîtes, des grands noms. Moi, j'ai tendance à penser que quelqu'un qui bosse la nuit et le week-end, moi, ça m'alerte. Je me dis toujours, cette personne, c'est la personne qui a un problème. Il y a quelque chose de pas normal. Je valorise pas et je passe mon temps à leur dire, je ne valorise pas le fait que t'aies bossé dimanche. Ne viens pas me dire, j'ai bossé dimanche attends pas que je te dise bravo. Pour moi, c'est un signe d'alerte. En fait, c'est pas normal. Et si vraiment il y a trop de boulot, ton boulot, c'est de me le montrer, de le chiffrer, de m'aider à monter un business case mais, je leur dis pas bravo. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut être que ponctuel, sinon pour moi il y a quelque chose qui dysfonctionne. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelques messages, des choses que tu dirais à ton équipe régulièrement? Alors, il y a beaucoup de phrases que je répète régulièrement, ça les fait rien. Je pense que je dis 10 fois par jour, feedback is a gift. À chaque fois que, oui, Mathilde, il bosse mal, je dis, mais fais-lui le cadeau de lui dire, une fois. Ensuite, tu vas le dire à son manager s'il n'écoute pas. Et à chaque fois, je dis, parce que, alors c'est très vrai pour les Français, les Espagnols, les Italiens.
On n'aime pas trop escalader au manager. Et j'ai encore eu la discussion ce matin en disant, écoute, il faut que tu changes d'avis. Si il bosse mal, tu lui as dit 4 fois. Là, je te demande de prévenir le manager. Il va pas se faire virer, ce gars-là. Il va être formé et il va avoir une chance de rester. Si tu ne lui fais pas ce cadeau-là, ce qui va se passer, vu les bourdes qu'il fait, c'est qu'on va se prendre plein de clients et il va se faire virer et il aura pas eu de warning. Fais-lui le cadeau de lui dire ah, t'as raison. J'ai dit donc, t'es pas en train de faire une saleté, t'es en train de peut-être lui sauver son job dans 1 an. Bon, et donc la personne a fait le mail au manager. Je dis, tu vois, et Gilles, après, c'est libre, c'est à ma charge de m'assurer que c'est safe, que c'est un environnement safe, que la personne, on dit souvent no retaliation, il y aura pas de sanctions derrière. Bon, moi je trouve ça génial. Je leur dis toujours aussi, le client t'a dit non, génial, c'est le début de la conversation. Et à chaque fois je dis, c'est comme dans un couple, tant que tu t'engueules, tu restes. Le pire, c'est quand le couple parle plus. Là, il t'a dit non, mais il te parle. Retourne-y. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Un client qui répond pas, ça me fait beaucoup plus peur qu'un client qui dit non. Voilà. Quand j'arrive dans une équipe, systématiquement, je leur envoie l'article du Harvard Business School, Monkey on the Shoulder. Je dis, vous allez me lire ça. Et maintenant, je ne prends pas vos singes. Donc cet article explique que le rôle d'un manager, c'est pas de régler les problèmes de l'équipe, c'est d'écouter, de poser les bonnes questions, de les amener à une solution et de les amener à nourrir le singe, pas prendre le singe sur l'épaule. Et alors ça, plein de fois, je dis mais là il t'a mis le singe sur l'épaule, tu vois bien. Ah oui, t'as raison parce que c'est des c'est intéressant. Eux c'est des sortes de chefs d'entreprise. Enfin, donc je dis mais là donc ça souvent, je dis va relire l'article, tu as pris le singe. Très souvent, je leur dis, là, t'as mis une rustine et en fait, faut réparer la machine. Ça sert à rien ce que tu fais. Tu viens juste de rustiner et de régler pour ce cas-là. La machine marche pas, ça va se reproduire. Et là, c'est souvent, il faut remonter au manager. Typiquement, ils ont réglé un problème, quelqu'un a mal bossé, hop, c'est réglé. Je dis, t'as rustiné, ok. Mais une fois d'après, ça va recommencer. Bon, donc, très souvent, je leur dis, répare la machine, voilà, répare vraiment la machine, fais une alerte. Et après, je dis assez souvent, sûrement l'un des trucs qu'on m'a dit qui m'a le plus marqué, une phrase assez qui est pas très classe, mais qui me marque. C'est marrant parce que je la traduis en espagnol ou en italien. Je dis, je sais que c'est vulgaire. Mais quand j'ai pris mon premier job de manager, j'avais 30 ans et je suis montée au sein de l'équipe. Donc, j'ai dirigé une équipe de gens que je connaissais, qui étaient mes anciens pairs, et je faisais le job aussi bien qu'eux. Donc, au début, j'ai pris le singe sur l'épaule pour tout. Ils arrivaient, je prenais le problème, je savais faire. Donc, ah oui, t'y arrives pas, tiens, je fais mon. Donc, en 1 mois et demi, j'étais en burn-out. Et puis, il y avait plein de choses qui marchaient pas et je couvrais, voilà, je mettais des rustines. Et donc, au bout d'un moment, j'ai appelé à l'aide en disant, oulala, va falloir m'accompagner, là, j'y arrive pas. Et on m'a mis en buddy un sales manager un peu expérimenté qui m'avait dit cette phrase qui m'a marqué, qui m'a dit, tu sais Christelle, laisse remonter la merde jusqu'à mouiller les pieds de ton chef, parce que tant qu'il aura pas les pieds sales, il agira pas parce qu'il pense que tout va bien. Et plein de fois, je me dis, là on couvre, on bosse la nuit, on couvre, on fait ceci, on couvre, ça marche. Mais en fait, mon manager le voit pas, le problème on monte pas et on répare pas la machine. Donc il y a plein de fois où je leur dis, laisse remonter la merde. Je dis, je sais que c'est vulgaire, mais voilà. Donc, mais je pense que c'est assez vrai. En fait, c'est parce que c'est une image un peu que tu t'en souviens. C'est comme le singe. C'est une image. Et Tout à l'heure, tu as évoqué cet article du Harvard Business Review. Est-ce que tu as des contenus qui t'ont marqué à nous recommander ? Alors moi, Challenger Selling, la formation du Gartner, a été un tournant. Alors la partie les contacts, la partie est-ce que c'est un friend, un climber, alors là, je me suis aperçue que 80% des contacts de mon équipe, c'était des friends qui servent à rien. Et alors ça, à chaque fois, je leur dis, mais non, mais t'es encore à déjeuner avec lui. Mais c'est un friends, il sert à rien. Regarde le mapping Gartner. Et on passe beaucoup trop de temps avec ces gens-là. Et puis toute la partie, maintenant, un client, quand il nous appelle, il a fait 80% de la recherche, il est déjà au courant de tout, faut arriver avec des insights. Et donc, beaucoup challenger l'équipe à dire, il faut que tu lises, il faut que tu aies des séminaires, il faut que tu aies un point de vue vraiment à toi pour bousculer le client parce que il est aussi informé. Donc en ça, Challenger m'a beaucoup marqué. Après, un contenu qui a rien à voir avec le marché et autres, c'est les formations de communication non violente. Alors la CNV, moi, ça va avec feedback is a gift. Après, il faut savoir donner le feedback. Et donc, je passe mon temps à dire, fais un feedback, fais-lui le cadeau.
Mais tu le fais sans aucune émotion, tu le fais de manière pas agressive, et donc il faut une structure. Et souvent, je leur dis, à CNV, c'est très bien, prends ça ou autre chose, mais je trouve ça... On peut tout dire, si on le dit bien. Voilà, je passe mon temps à leur dire, vous pouvez tout dire tant que vous le dites correctement. Et donc, par exemple, en mode communication non violente ou autre chose, mais ça m'a énormément marqué. Et après, j'ai eu la chance, moi, de faire un training. Je pense que c'est le dernier des trainings qui m'a vraiment fait changer ma façon de voir le monde. Alors, c'est pas une formation de marché, mais c'était des neuroscientifiques qui étaient venus nous parler. Je me suis dit, mais quel est le lien avec mon métier? Et en fait, c'était il y a une dizaine d'années, mais on commençait à bien étudier le cerveau et sous scanner à voir si c'était le cerveau reptilien qui avait été activé. Et donc, il nous faisait réfléchir sur comment ne pas activer le reptilien chez soi ou chez le client, qui est là tout de suite l'agressivité, la défense. Et ensuite, qu'est-ce qui active notre reptilien à nous? Et donc, tout un travail sur mes valeurs, mes anti-valeurs. Et alors ça, si j'ai un conseil à donner, c'est par MBTI ou je ne sais pas quoi, ou toutes ces formations, se connaître et bosser sur ces valeurs, anti-valeurs, parce que on a des jobs extrêmement agressifs. On a des négos, quand on est sur plusieurs dizaines de millions, on a parfois des négos où ça devient très difficile, où il ne faut pas partir dans l'émotion et se connaître. C'est clé de savoir, se dire, là, le gars, il a tapé sur une anti-valeur, il me fait sortir mes gonds, mais c'est juste ça. Ah oui, donc on reprend de la distance, on revient à des... voilà, donc un peu s'intéresser aux neurosciences et puis se connaître vraiment soi, et notamment ce qui peut nous faire perdre pied pour être plus fort en égo. On m'a conseillé un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans, Conversation cruciale, et qui t'expliquait comment gérer les conflits avec certaines personnes. Il y a une phrase qui m'a marquée, c'est qu'il t'expliquait « C'est important de pouvoir communiquer ce que tu veux communiquer pour conserver la relation ». Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé depuis. Ben, tu vois, en CNV, tu finis en général par et donc ce que je te propose, c'est pareil, c'est une structure qui t'amène sur un truc constructif à la fin, normalement. Ouais, très bien. Bah écoute, moi je vais me noter tout ça et la partie des neurosciences m'intéresse beaucoup. Est-ce que pour finir, je demande à tous mes invités, tu peux me pitcher Elseg? Elseg, on est le partenaire pour t'accompagner si tu te lances dans la finance de bout en bout. T'accompagner pour prendre tes décisions d'investissement, savoir ce que tu veux faire, mettre en portefeuille, acheter et t'assurer que tu le fais sans risque, en étudiant bien tes risques de contrepartie, tes risques de marché et en t'aidant après à faire tes reporting, tes valorisations. On est là pour t'accompagner de bout en bout. On est un groupe sérieux, on est une vieille dame de la City qui a 300 ans. On peut t'accompagner aux 4 coins du monde, on est partout. Ouais, très bien. Écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant, Christelle. Tu m'as appris des choses et tu as démonté peut-être certains a priori, mais très légers que j'avais. Comme tu me dis, on est une boîte attachante, je sens que c'est familial et tout ça. Et moi, je me serais dit, ça doit être un monde de requins, il doit pas avoir de femmes, etc. Donc, merci beaucoup. Et je suis sûre que t'as inspiré pas mal de personnes. Et j'ai trouvé tes vues sur le management aussi enrichissante. Enfin, je vais aller creuser certains sujets du coup. Donc, merci à toi. C'était super intéressant. À très vite. Au revoir. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.